7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Après l'attentat de Moscou et le sabotage de Nord Stream, vous avez repéré une pointe de complotisme chez nos grands médias. Et Willy Zlot, l'attentat qui aura fait plus de 190 morts à Moscou est un bel exemple des différentes variantes de complotisme que l'on peut observer dans les grands médias, notamment ceux qui pointent systématiquement la Russie comme responsable ou à minima complice. Et le carnage de vendredi soir n'a pas échappé à cette règle. Cette histoire de l'arrestation des 4 terroristes, de 11 personnes au total du côté de Berdiansk, et tout ça, c'est du pipeau total. Quoi que les gars prennent j'ai beaucoup de respect pour la voiture française dans laquelle ils se trouvaient. La Renault blanche. Une Dacia. Voilà, Une une deux portes. Ouais. Une deux portes. Non mais attendez, un commando qui vient de tuer... C'est-à-dire que quand vous êtes dans une deux portes, vous ne pouvez pas sortir du véhicule pour combattre. Donc tout ça est un pipeau total. Et les gars, ils viennent du Tadjikistan et ils vont à Berdiansk. Donc, cette affaire est une manipulation totale. Le FSB va faire comme il fait à chaque fois qu'il y a des drones qui frappent le Kremlin, tel ou tel ministère dans Moscou qui brûle, etc. C'est que ils n'ont pas été capables d'anticiper, mais alors 2 heures après, ils vous trouvent les criminels. Et ils vous les montrent sur les réseaux sociaux. Et là on l'avait dit, on a dit, mais vous allez voir, ils vont vous sortir du chapeau, les gars. Donc, je ne crois pas cela. Et donc voilà, donc ça, chers auditeurs, c'est le bon complotisme, celui autorisé. Mais si elle est factuellement fausse et qu'il a été prouvé que la voiture avait bien 4 portes et non 2, le message passe malgré tout car il n'est pas démenti en direct et qu'il suit la doxa. En revanche, se poser des questions légitimes, comme Vincent Hervouet chez Pascal Praud, peut très vite vous placer dans la case pro-russe. Ils sont partis comme ça et c'est très étrange. Vous mettez le doigt sur une des curiosités, une des questions qu'on peut se poser. C'est une bonne question parce que personne ne met en doute la revendication de l'État islamique, de Daesh au Khorasan. Personne. Mais cette revendication est étrange. Parce que la photo des 4 suspects qu'on retrouve ensuite entre les mains du FSB qui leur fait subir une torture en direct sur le bord de la route où ils ont été arrêtés en leur coupant l'oreille, en leur arrachant la paupière, en les passant ensuite aussi à la gégène. C'est invraisemblable la séquence qu'on a eue. L'attentat est mené avec beaucoup de professionnalisme, ils ne manquent pas de sang-froid. Vous me direz que tirer dans le tas, ça ne demande pas énormément de compétences, pas d'être aguerri. Mais quand même, ils font l'attentat et ce sont des mercenaires. Ils l'ont fait pour 5 000 €. On a l'habitude de voir des djihadistes qui se font sauter, qui sont des kamikazes et qui vont jusqu'au bout, qui attendent même l'arrivée de la police pour mourir. C'est exceptionnel qu'ils s'enfuient. Il y a un truc qui est étrange. Et donc l'attentat de Moscou n'est finalement qu'un exemple supplémentaire de complotisme toléré médiatiquement, notamment porté par l'extrême centre. Et si nous retournons 2 ans en arrière au moment du sabotage de Nord Stream, nous constaterions la même chose. Car oui, ça y est, nous semblons enfin connaître les coupables d'une des opérations les plus stratégiques que l'on ait vues ces dernières années. Et les enquêtes sur la destruction des pipelines Nord Stream ont donc abouti à une conclusion logique, mais pas sûre qu'elle plaise à tout le monde. L'image du jour, cela aura été une des grandes énigmes du début de la guerre et cette fois, la vérité apparaît au grand jour. Le sabotage du gazoduc Nord Stream 2 entre la Russie et l'Allemagne sous les eaux glacées de la Baltique était bien commandité par le sommet de l'armée ukrainienne. On avait déjà remonté la piste jusqu'aux voiliers, jusqu'aux traces d'explosifs à bord, jusqu'au faux passeport de l'équipage. Désormais, le fil tiré par Radio France et un consortium de journalistes européens mène directement à cet homme, au chef d'état-major de l'époque, un certain Valéry Zaloujny, limogé, vous le savez, le mois dernier. Le mobile, lui, coule de source. Il s'agissait de couper ce lien entre la Russie et l'Europe via l'Allemagne, ce lien qui remplissait aussi, évidemment, les caisses du Kremlin. Zaloujny sera-t-il jugé un jour par un tribunal allemand ou suédois ? Ce sera un sacré cas de conscience pour Berlin ou Stockholm. Parce qu'on comprend évidemment les objectifs de cette opération, mais c'est l'Allemagne qui a financé pour l'essentiel cette infrastructure sur laquelle elle comptait. Ce sera un cas de conscience. Et puis, il faut préciser que ce sabotage a eu des conséquences non seulement géopolitiques, mais surtout économiques, car l'industrie, notamment allemande, dépend en grande partie de cette arrivée de gaz provenant de Russie. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Malheureusement, cette opération a aussi eu des conséquences sur votre facture. Parce qu'ils ont bondi hier les prix du gaz à cause de Nord Stream ?
à cause des mystérieuses fuites, effectivement, de ces gazoducs Allemagne-Russie, Nord Stream 1, Nord Stream 2. Bon, Nord Stream 1 est à l'arrêt depuis début septembre, Nord Stream 2 n'a jamais débuté. Mais quand vous avez un événement comme ça, vous créez une incertitude sur les quantités disponibles futures. Vous créez aussi un vrai doute sur le fait qu'un jour, les livraisons de gaz russe vont bel et bien reprendre vers l'Europe. Et puis, vous créez aussi une inquiétude sur les autres infrastructures, parce que si un incident comme celui-ci est possible en mer Baltique, pourquoi ce ne serait pas possible en mer du Nord? Pourquoi ce ne serait pas possible en Méditerranée, où on a des gazoducs qui partent d'Algérie pour alimenter l'Europe? Donc évidemment, inquiétude sur l'offre, inquiétude sur les quantités, les prix montent. Il s'est passé exactement la même chose il y a 3 ans. Il y avait les puits de pétrole qui avaient été attaqués aux Émirats Arabes Unis en Arabie Saoudite. Le prix du Brent était parti en flèche. Et je disais tout à l'heure que la conclusion de l'enquête sur la destruction de Nord Stream n'allait pas plaire à tout le monde. Et c'est bien le cas. Car rappelez-vous, cette belle période où personne, absolument personne, n'avait la moindre petite réponse sur les coupables, que déjà le narratif qui se devait d'être adopté nous était imposé, sous peine bien sûr d'être qualifié de complotiste, ou pire, de pro-russe. Et les médias, comme à leur habitude, ont parfaitement joué leur rôle en propageant leur complotisme, le bon cette fois, celui qui est toléré. Qui a saboté le gazoduc Nord Stream? Anthony Bélanger. La Russie. C'est vrai? Mais oui, la Russie. Les 4 explosions, les 4 fuites sont dues bien sûr aux Russes, soit par drone, soit par sous-marin, enfin tout est possible. Un drone sous-marin qui aurait été largué il y a plusieurs semaines d'un bateau de pêche. Ou le yacht d'un oligarque de passage. L'hypothèse la plus logique est que ce sont les Russes qui l'ont fait à titre de démonstration. Il y a une sorte d'avertissement sans frais lancé par les Russes à l'ensemble de l'Union européenne. Je suis capable de vous nuire. À tout moment, nous pouvons frapper là où nous voulons, sous les mers, partout. Et ça, c'est une très vieille méthode, même stalinienne. C'est-à-dire on peut frapper où on veut, quand on veut, où on veut, quand on veut. Mais aussi, ce sont les Russes qui sont à l'origine de cette explosion. Quel est l'intérêt pour les Russes de faire exploser leur propre gazoduc? La seule explication, en l'absence d'explication, c'est la théorie de la démonstration de force ou de l'avertissement. Au sens, ce que nous faisons à finalement à notre gazoduc, il ne nous sert plus à rien, donc à la limite on peut le casser. Donc encore un cas qui prouve une nouvelle fois l'importance des médias alternatifs et de les soutenir, car ce sont eux qui vous permettent de décrypter un angle différent de celui que l'on cherche à vous imposer. Nous-mêmes, à Radio Courtoisie, nous avions organisé de nombreux débats sur ce sujet. Alors je pourrais citer Pierre-Yves Rougeron, Fabien Bouglet, Jacques Beau et bien sûr Régis Le Sommier, qui, comme je le disais précédemment, rappelait avec pertinence en août dernier les contradictions majeures de l'Allemagne qui aide massivement l'Ukraine tout en étant victime d'un sabotage dévastateur pour eux et leur économie. L'Allemagne aujourd'hui fournit de l'armement à l'Ukraine. Rheinmetall, qui est le constructeur des fameux Léopard 2, va commencer à déployer des usines pour pouvoir réparer ces chars lourds qui sont fournis à l'Ukraine en Pologne. Donc on est dans une fourniture d'armes assez massive de la part de l'Allemagne. Et beaucoup de gens s'interrogent, à savoir... ça fait un peu tâche s'il y a une responsabilité ukrainienne dans le plasticage d'une arrivée de gaz qui est tellement importante pour l'industrie allemande, et en même temps que ce pays fournisse des armes dans son combat à l'Ukraine. Quelque chose d'antagoniste, et ça vient s'ajouter aux doutes qui commencent à s'installer, pas simplement en Allemagne, mais aussi aux États-Unis. On l'a vu avec les débats républicains sur la question ukrainienne, c'est-à-dire de jusqu'à quand va-t-on fournir un chèque en blanc, va-t-on continuer à fournir des milliards de dollars d'investissement pour un résultat qui est relativement modeste, mais là en plus sur la question allemande pour un pays qui participe directement au sabordage d'une économie. Alors Jean-Yves Le Gallou affirmait sur son compte Twitter que le sabotage de Nord Stream entrait dans la catégorie des bobards de guerre les plus marquants, comme les armes chimiques d'Assad, les armes de destruction massive de Saddam, le génocide des Albanais du Kosovo ou les couveuses du Koweït City. Mais que feraient nos gouvernants sans l'aval des grands médias pour diffuser leurs bobards ? Une commission d'enquête a lieu en ce moment à l'Assemblée nationale sur l'attribution des fréquences TNT et on y apprend pas mal de choses sur cette collusion entre médias et politiques. Et cette vérité est encore plus parlante quand elle est révélée par un grand patron de presse comme Xavier Niel et qui, je le rappelle, s'exprime sous serment.
Vous évoquez donc un lobbying extrêmement puissant de M6. En 2013, vous aviez dit à propos de Martin Bouygues, il fait un travail de lobbying exceptionnel, n'hésitant pas à utiliser le 20h sur TF1 comme un outil. Sur ce point, j'ai bien évidemment une conception différente de la liberté de la presse, ce dont, à titre personnel, je vous sais gré. Vous venez de dire que ces groupes ont un poids politique. Ça rencontre très nettement les objectifs de cette commission d'enquête. Est-ce que vous êtes en mesure de caractériser ce poids, cette influence ? Je crois qu'il suffit de regarder ces chaînes. C'est quelque chose de quotidien. Ce sont des chaînes qui sont, d'une manière générale, pro-gouvernementales systématiquement, quel que soit le gouvernement où qu'il soit. Par essence, elles sont comme ça. Elles vont être du côté toujours du fort, du pouvoir, parce que potentiellement, elles vont pouvoir obtenir des choses, des intérêts ou des avantages. C'est leur modèle. Je pense que les gens ne sont pas dupes. Je crois que personne n'est dupe de cela. Enfin, je crois que c'est assez clair. Je pense que vous n'aurez jamais les preuves d'intervention directe sur des médias qui ne sont pas des médias qui vous appartiennent. Mais c'est consanguin à leur existence et à ce qu'elles font et à la manière dont elles existent et les raisons pour lesquelles elles existent. Voilà, donc que ce soit pour l'attentat de Moscou ou pour le sabotage de Nord Stream, nous constatons un discours médiatique convenu qui impose son propre narratif tout en cachant ses liens, désormais bien connus, avec le pouvoir. Merci Louis Rigaudière pour cette chronique.